Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vos vacances ont été reposantes et que l'on se retrouve aujourd'hui en pleine forme pour vous. Donc aujourd'hui, quatrième webinaire du cycle de 2023 de la plateforme L'innovation territoriale en action. Et le thème du jour, c'est citoyens et catalyseurs, ensemble accompagnant les projets de territoire. Alors, petite introduction sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Juste pour information et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, c'est un lieu repère pour tous ceux acteurs de terrain qui souhaitent expérimenter et comprendre ce que sont les démarches de co-construction territoriale. Et au sein de cette plateforme, vous avez une multiplicité, une diversité de ressources utiles, des parcours méthodologiques, des ressources capitalisées, des webinaires pour agir ensemble, de l'information capitalisée également sous forme de méthodes, d'outils, de webinaires sur l'innovation territoriale et les 7 thématiques qu'il y a autour. Avec l'Observatoire des partenariats dont on va parler tout à l'heure et toutes les études qui sont produites grâce à l'Observatoire, vous avez la connaissance des dynamiques territoriales et notamment le profil de vos régions et les profils des dynamiques partenariales de chacune de vos régions métropolitaines. Un lien bien sûr avec le réseau des catalyseurs et d'autres ressources comme la plateforme l'ODD 17 en pratique auquel vous pouvez avoir accès directement depuis ce site. C'est une plateforme qui est animée régulièrement par un cycle de webinaires. Et cette année, le cycle a pour thème « Accompagnant les projets de territoire vers les transitions ». L'objectif de ces 6 webinaires, c'est de voir comment chacun des acteurs locaux se mobilise au service du projet de territoire et voir comment ils sont en interaction, en complémentarité avec les catalyseurs qui sont à leur côté. Donc aujourd'hui, le 31 août, nous allons voir la mobilisation citoyenne, comment on va pouvoir éclairer la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire comment les citoyens s'engagent au service de leur territoire et comment ils sont en interaction, comment ils s'articulent avec les autres acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, pour répondre collectivement aux enjeux locaux. Alors, pour aborder cette thématique du jour, on a 3 grandes séquences. La première, une introduction avec l'Observatoire des partenariats qui va nous dire quelles sont les attentes des citoyens et notamment celles des jeunes, très important. On aura ensuite le témoignage du comité 21 qui nous parlera de l'évolution de l'engagement citoyen ces dernières années. Et ensuite, on aura 2 retours d'expérience sur la mobilisation citoyenne avec 2 prismes très complémentaires, avec Bleu Blanc Zèbre d'une part et la région Pays de la Loire d'autre part. Et puis on terminera comme d'habitude avec la prochaine date de nos webinaires. Sans plus attendre, je laisse la parole à Charles-Benoît Hetzig, président fondateur de l'Oramo, qui pilote l'Observatoire des partenariats et qui va nous parler de l'attente des citoyens. Charles-Benoît. Bonjour à toutes et à tous, merci Élodie. Juste un mot pour rappeler que l'Observatoire des partenariats, qui a été cofondé avec la Caisse des dépôts en 2008, en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif, a vraiment pour objectif d'éclairer chaque année, au travers de programmes quinquennaux, les dynamiques d'alliance qui existent et la façon dont citoyens, associations, entreprises, collectivités territoriales pratiquent finalement ces alliances. Peut-être est-il important de rappeler que les plans quinquennaux ont été 3. Le premier sur l'état des lieux des partenariats, le deuxième sur finalement quelles étaient les fragilités prioritaires perçues par les uns et par les autres. Et le troisième plan quinquennal qui s'est achevé fin 2022, entre 2018 et 2022, l'objectif a été de qualifier l'impact de se faire alliance en France et dans les 13 régions métropolitaines, puisqu'il était important d'éclairer non seulement où nous en étions dans cette capacité à faire alliance, mais aussi comment cela se déclinait, comment cela se vivait dans chacune de nos 13 grandes régions métropolitaines, sachant que se faire alliance ne se vit pas de la même façon. Et donc, il est très important de rappeler que a été démontré durant les 5 dernières années que performance, innovation et confiance rimaient avec cette capacité à faire alliance, et non seulement en étant capable de pouvoir qualifier ces enjeux, mais aussi de pouvoir les mesurer. Et donc, il a été très important pour nous de commencer ce nouveau plan quinquennal avec un regard particulier, celui des jeunes. Oui, nous avions fini, comme nous commençons toujours les plans quinquennaux, par la vision des citoyens, mais plus particulièrement, quelle est la vision des jeunes sur notre capacité à faire alliance? Alors,
il est très intéressant de pouvoir avoir les résultats qui ont été partagés le 22 mai dernier dans le cadre de l'étude La parole des jeunes en action. Cette date du 22 mai n'a pas été au hasard puisque c'était le jour de la conférence contributrice de la société civile à la revue volontaire nationale de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, dont vous savez que la France était engagée à rendre compte cet été. Et nous voulions, dans la contribution des travaux sur le Faire Alliance, contribuer à travers ce regard spécifique des jeunes. Que pensent les jeunes sur notre capacité collective à jouer collectif, non seulement face aux crises, mais aussi pour réinventer la dynamique, finalement, de solutions pour demain. Et il est très intéressant de voir que les jeunes s'inscrivent complètement dans la même mouvance que leurs aînés, accélérant même la conviction profonde que s'il est incontournable ou utile de faire alliance pour 70% d'entre eux, c'est très clairement à la fois pour réduire les fragilités et en même temps faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique et durable. Il n'est plus question d'opposer économie et intérêt général, mais d'inventer des solutions qui vont avec. Et il est très intéressant de voir à travers cette étude que les jeunes ne sont pas naïfs. Ce n'est pas dans l'émergence de solutions miracles que les choses vont se faire, mais bien très concrètement en expérimentant territorialement parlant cette capacité à inventer ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Et il est donc très important, et je m'arrêterai là, en vous invitant bien évidemment à regarder avec grand intérêt cette étude La parole des jeunes en action, et en vous invitant le 5 octobre prochain au CESE à partir de 19h30 pour le colloque Jeunes et Territoires 2050, comment nous nous mobilisons pour valoriser cet engagement des jeunes. Il est très intéressant de voir que contrairement à l'image parfois trop facilement reçue, l'engagement des jeunes n'est pas moindre que leurs aînés, au contraire. Au contraire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable et qui caractérise les travaux de recherche à travers l'Observatoire des partenariats. Nous ne devons pas parler pour les acteurs, mais nous devons construire avec les acteurs. Et la première des choses à faire, c'est d'aller les écouter dans la parole qu'ils nous posent. Nous l'avions fait avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec les fondations, avec les entreprises, avec les acteurs académiques, avec les citoyens dans leur globalité. Il était indispensable de mettre les jeunes au cœur de notre écoute. C'est maintenant chose faite. Nous savons ce qu'ils font, nous savons ce qu'ils attendent, et donc mobilisons-nous pour pouvoir construire avec eux l'avenir de demain. Merci Charles Benoît. Alors, ce qu'on peut dire, enfin, pour conclure et affirmer tout ce point-là, c'est que on le voit au travers des travaux du Rameau, de l'Observatoire des partenaires et d'autres partenaires, c'est que les initiatives citoyennes sont vraiment une force à l'œuvre déjà, particulièrement au service des projets de leur territoire. Et en fait, c'est un écosystème qui est très complémentaire aux écosystèmes des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui répondent collectivement aux défis de leur territoire. Alors justement, pour parler de cela, cet engagement citoyen, on a souhaité donner la parole au Comité 21 qui agit déjà depuis très nombreuses années en faveur de l'appropriation des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, dans le cadre du Comité 21, vous soulignez l'importance des initiatives citoyennes qui constituent d'ailleurs le 5e collège au sein du Comité 21. Alors, Marie-Laetitia Gourdin, vous êtes membre du conseil d'administration du Comité 21 au titre du collège citoyen. Donc, on aimerait vous poser la question, comment vous, de votre point de vue, vous voyez ces dernières années évoluer l'engagement citoyen? Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir invité le Comité 21 à s'exprimer lors de ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir représenter le Comité 21 à cette occasion, effectivement, dans ma capacité de membre du conseil d'administration du Comité 21 et de présidente du collège citoyen que j'ai l'honneur d'avoir effectivement rejoint depuis sa création en 2019, pardon. Mais je vais y revenir.
Effectivement, avant toute chose, j'aurais voulu juste vous rappeler un petit peu les missions du Comité 21 pour celles et ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec celle-ci. Donc, c'est une association loi de 1901 créée en 1992, pas très loin du contexte du sommet de Rio. C'est un réseau multi-acteurs et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui nous tient véritablement à cœur, un réseau multi-acteurs qui fédère les acteurs du développement durable. Et on est effectivement répartis en 5 collèges représentatifs des entreprises, des associations, du monde de la recherche, des collectivités et effectivement, plus récemment, des citoyens. On est une association qui a une certaine représentativité, hein, puisque sur la France métropolitaine et l'outre-mer, on a 450 membres. Et on a un panel d'activités très large, puisque on propose à la fois des analyses, des décryptages, des formations, des outils pour s'approprier effectivement les enjeux du développement durable, des démarches d'accompagnement collectif et aussi des travaux prospectifs. Et ça c'est une marque très spécifique du Comité 21 de pouvoir faire ces travaux prospectifs et d'être souvent assez en avance de phase sur les mouvements sociétaux en lien avec le développement durable notamment. Donc, on s'inscrit vraiment dans le cadre de l'ODD 17, hein, avec cette idée de collaboration, de dialogue entre les acteurs et les différentes parties prenantes sur les secteurs dont je vous ai parlé. Donc, pourquoi un collège citoyen? Effectivement, depuis longtemps déjà, c'est un axe fort du Comité 21 de pouvoir embarquer les citoyens dans ces activités. On a organisé des forums dédiés notamment en 2018 et 2019. Et il est apparu clair qu'il y avait une nécessité de pouvoir organiser l'engagement citoyen au sein de notre structure, justement pour qu'elle puisse pouvoir s'exprimer, être engagée et insuffler au sein des autres collèges du Comité 21 le point de vue des citoyens et leur mobilisation, catalyser leur mobilisation, je dirais. Donc, ce collège citoyen, il a été lancé en 2019. Actuellement, on a 4 administrateurs qui représentent le collège citoyen au sein du conseil d'administration du comité 21. Donc, c'est quand même assez important. 2 administrateurs pour l'établissement national et 2 administrateurs pour l'établissement Grand Ouest. On a 53 membres au mois de juillet dernier qui composent le collège citoyen. Donc, on a quand même une certaine également représentativité sur toute la France et dans l'outre-mer. Et on a aussi deux personnes au sein des membres permanents du comité 21 qui nous soutiennent dans nos activités. C'est aussi effectivement tout à fait précieux. Donc, le collège citoyen, c'est avant tout un collectif d'individus, d'expertise et d'expérience, de personnes qui sont souvent très engagées, en fait, elles-mêmes dans le monde associatif ou avec des initiatives personnelles sur le sujet du développement durable. Et on a organisé l'engagement des citoyens au sein du comité 21 sur 3 axes principaux. Tout d'abord, ils sont contributeurs aux travaux du comité 21 et ça, c'est très important puisque, comme je vous le disais, tout l'objectif est de pouvoir apporter un regard, un point de vue citoyen sur les travaux qui sont portés par les différents collèges du comité 21. Et c'est très important pour que, effectivement, ces travaux et ces points de vue, que ce soit dans le cadre du collège collectivité, entreprise ou autre, puissent être incarnés dans les individus et dans les citoyens. On a aussi un angle d'activité qui est effectivement de porter des initiatives en propre. Donc, je reviendrai, mais ça, c'est très important puisque, comme je le disais, ce sont des personnes qui sont très engagées, qui ont beaucoup d'idées. Et on souhaite pouvoir, au travers du comité 21, apporter une structure, un cadre qui leur permette de pouvoir développer des initiatives. Et enfin, pour nous, les citoyens engagés au sein du comité 21, ce sont des citoyens ambassadeurs. Ambassadeurs de quoi? De la citoyenneté écologique et d'une certaine responsabilité sociétale. Donc, c'est sur ces 3 axes véritablement qu'on essaye de faire, d'incarner une sorte de catalyseur de la mobilisation citoyenne sur les sujets du développement durable.
Un point important que je voulais souligner, c'est que depuis 2 ans maintenant, on organise les universités de la citoyenneté écologique. On a eu donc 2 éditions, on en a une prochaine qui arrive en 2024. C'est un rendez-vous qui a de plus en plus de succès et qui devient un des moments clés des activités du Comité 21 pour la mobilisation citoyenne. Donc en dehors de ça, on a aussi un peu, je voulais vous mentionner 2 exemples de la mobilisation des citoyens sur nos sujets. Donc le premier exemple, c'est une initiative qui est portée en propre par les membres du Collège citoyen, qui sont en train de réfléchir actuellement à la notion de responsabilité sociétale du citoyen. Donc c'est une notion qui est très concrète, mais qui pour le moment nécessite d'être approchée de manière très compréhensive, très large et de pouvoir être définie, je dirais, dans une sorte de cadre. En tout cas, c'est un petit peu l'ambition que l'on porte. Et l'idée, voilà, c'est de réfléchir à une sorte de socle commun de compréhension et d'engagement de qu'est-ce que c'est que l'engagement citoyen pour la société et pour le développement durable. Donc, depuis quelques mois déjà, il y a un petit groupe de travail au sein du Collège citoyen du Comité 21 qui s'est réuni à plusieurs reprises et qui a commencé à réfléchir sur ce sujet. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir être en mesure de sortir quelque chose à présenter pour le deuxième semestre 2024, peut-être à l'occasion des prochaines universités de la citoyenneté écologique. Et un autre sujet aussi que je voulais vous mentionner, c'est que les citoyens au sein du collège citoyen sont également invités à contribuer à la réflexion autour d'une nouvelle réflexion prospective que le comité 21 est en train de développer et qui devrait être présentée dans les prochains mois, qui tourne autour des nouveaux modèles de la société. Cela, ça fait suite au rapport sur la grande transformation qu'on avait publié au sein du comité 21 en 2020. Ces nouveaux modèles ont vocation à pouvoir répondre à un certain nombre de questions, notamment ce changement de modèle, quel est-il, ce changement de modèle sociétal, quels sont ses obstacles, comment est fédéré autour de ces nouveaux modèles les différents acteurs, quels sont les écueils à éviter justement. Et au sein du comité 21, on a organisé un certain nombre, excusez-moi, j'ai ma lumière qui s'éteint, ça va revenir. Donc, on a évidemment organisé des groupes de travail avec nos différents collèges pour pouvoir explorer ces différents sujets autour des nouveaux modèles. Et le collège citoyen, il est pleinement impliqué pour pouvoir justement faire une sorte de panel de test, de caisse de résonance sur les réflexions qu'on est en train de développer pour voir dans quelle mesure c'est concret pour les citoyens. Et je finirai par quelques réflexions de notre part par rapport à la place des citoyens dans l'engagement sur les projets de territoire. Donc, il y a 3 points principalement qui nous semblent tout à fait pertinents à avoir en tête. Le premier, c'est que, comme ça a été dit, les citoyens sont les acteurs de la co-construction des projets, au même titre que les autres acteurs de la société, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs privés, les entreprises, les associations, les ONG. Et c'est, à notre sens, extrêmement important de valoriser, de prendre en compte le point de vue et l'expertise citoyenne dans les différents projets de territoire, parce que ça permet aussi de faciliter l'acceptabilité de ces projets. Et pour pouvoir engager ces citoyens, il faut véritablement penser depuis le départ sur le développement de ces projets à la méthode, cette démarche de coopération et d'implication. Voilà, j'arrêterai là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Marie-Laetitia. Peut-être juste très rapidement sur l'université 2024, est-ce que vous avez déjà une date ou pas encore? À ma connaissance, non, mais je sais que Laurine, ma collègue du comité 21, est présente en ligne, donc peut-être qu'elle a les dernières news, mais à ma connaissance, non, on n'avait pas encore de date.
Ok. J'en profite juste pour dire aux participants que si vous avez des questions, c'est déjà le cas. Vous avez l'onglet questions et pour les intervenants, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à y répondre. Alors, ça me laisse l'occasion d'introduire les deux témoignages suivants qui sont des retours d'expérience, puisqu'on voit la diversité des engagements et des engagements qui sont à l'œuvre, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même continuer à favoriser et à soutenir cette mobilisation citoyenne. Alors, on a dans ce webinaire pris le parti d'avoir deux prismes complémentaires pour soutenir ces différentes expériences d'engagement citoyen, avec d'une part le renforcement grâce à de l'ordre d'ingénierie de catalyse territoriale. On aura le retour d'expérience de Bleu Blanc Zèbre qui va nous expliquer comment mobiliser les citoyens en complémentarité d'acteurs locaux qui soient publics et privés. Et puis on aura aussi le retour d'expérience de la région Pays de la Loire qui va nous présenter sa politique territoriale en faveur de l'engagement et du bénévolat et que d'ailleurs probablement ça répondra à la question de la région de la Réunion dont je profite de saluer la ville de Saint-Benoît. Alors sans autre transition, je vais laisser la parole à Thomas Munier, qui est chef de projet coopération et transition écologique chez Bleu Blanc Zèbre, qui va nous présenter l'expérimentation Boost et qui va nous expliquer comment apporter de l'ingénierie pour pouvoir favoriser l'engagement citoyen en complémentarité des acteurs locaux au service du territoire. Thomas, c'est à vous. Merci pour cette présentation. Donc, je vais vous parler. Donc, je suis Thomas Munier, salarié chez Bleu Blanc Zèbre, un des animateurs du Boost éco-citoyen. Alors, Bleu Blanc Zèbre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association créée en 2014 qui place au cœur de son activité la coopération interacteurs. Afin de résoudre des fractures sociales et environnementales, on est multithématique, hein, on touche sur l'éducation, de l'habitat, la santé, transition écologique, fraternité, emploi. Et donc, on est un label de solutions, on en a identifié 450, une communauté d'acteurs engagés, dont ces solutions, et des acteurs qui les soutiennent, et des projets concrets de coopération interacteurs, dont le Boost citoyen sur la transition écologique. Et donc, le Boost, en gros, est né du constat que la transition écologique n'est pas assez rapide, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus, et qu'un des atouts pour développer la transition écologique, c'est d'avoir un terreau citoyen dynamique, des associations, des collectifs, des individus qui se mobilisent sur les questions de transition écologique. Ça apporte de l'ambition, ça apporte du réaliste, du faisable, ça apporte de l'acceptabilité sur certaines choses, c'est très utile. Mais comment développer ça? Il y a certains acteurs publics qui se posent la question de comment on fait pour les soutenir, ces personnes-là, dans l'objectif de créer des territoires résilients. Et donc pour cela, l'ADEME Île-de-France a monté un programme expérimental sur 3 ans, 1 an de montage et 3 ans de réalisation, et on est en phase de déploiement en 2023, on a terminé la partie expérimentale, on est sur CRJ actuellement. Et donc on a 2 principaux leviers, soutien individuel et soutien collectif. Et donc, puisque vous êtes pas mal de catalyseurs et d'acteurs publics qui se posent la question de comment on démarre ce genre de choses, à l'origine, l'ADEME avait une réflexion construite, structurée sur comment soutenir la transition écologique citoyenne avec un certain nombre d'analyses qui a abouti du coup à un appel à contribution auprès de tous les réseaux franciliens qu'ils avaient identifiés, une vingtaine de réseaux. Il y en a 5 qui ont répondu, Colibri, Ville en Transition, Alternativa, Asteria, qui a sorti le guide pour agir sur toutes les lignes, et Bleu Blanc Zèbre, qui compte 80 solutions labellisées écologiques. Et donc, suite à ça, 1 an de co-construction, interconnaissance, clarification des besoins, et on débouche sur un programme qui est prêt à être lancé en 2020, et donc sur 5 territoires, voilà, avec 2 salariés plus des volontaires en service civique, et avec l'objectif d'inclure un maximum d'acteurs du territoire, donc évidemment la partie citoyenne, associations, collectifs citoyens, individus, collectivités, et si possible, scolaires, académiques, entreprises. Et donc, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est travailler avec la transition écologique citoyenne, quand on est public, la question se pose de quelles sont les stratégies qu'on utilise. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des stratégies avec le système, contre le système, à côté du système? Donc les stratégies d'avec, là on en parle, c'est de la mobilisation, la participation citoyenne, vous êtes tous familiers avec ça, les agents 2030, les PCAET. Les contre, quand on parle d'Alternativa, ils sont surtout connus pour ça, les soulèvements de la terre, les manifs, les pétitions. Et les à côté, c'est les chacun fait sa part, la mobilisation de tous au service d'eux. C'est les villes en transition, les colibris. Et donc, quand on travaille en tant que pro-dispositif payé par les pouvoirs publics, les leviers avec et à côté ne posent pas de problème. Par contre, les contre sont plus problématiques et génèrent une certaine frilosité. On a choisi de
pas les soutenir directement. On sait qu'ils sont nécessaires, mais notre dispositif ne pouvait pas les soutenir. Et donc, on ne l'a pas exclu des formations et des réseaux, donc on les soutenait de manière indirecte. Deuxième question, c'est quand on est un truc qui est financé par l'ADEME Île-de-France, quel lien avec les collectivités locales? Nous, on a été voir systématiquement les collectivités locales qui intervenaient sur notre territoire à différentes échelles. On a trouvé systématiquement des champions de la coopération entre collectivités et citoyens sur la transition écologique, mais par contre, on a vu des acteurs qui avaient plus ou moins de pouvoir, qui avaient la frilosité sur les sujets politiques partisans. Si vous dites qu'une friche, on peut s'en servir pour le développement économique ou un espace naturel, il peut y avoir des tensions, et sur ces sujets-là, nous, notre parti pris, c'est désolé, mais on n'a pas le droit d'y aller pour pouvoir se réserver la possibilité de faire la co-construction sans là-dessus. Si le dispositif était porté par uniquement des associations qui se plaçaient d'un autre point de vue, ça pourrait être différent, mais notre parti pris, c'était ça. Et donc, les collectivités locales, tant qu'on avait un financement principalement régional, étaient un acteur consulté et cofinanceur de certaines parties. En 2023, on a choisi de faire les collectivités le principal financeur, et donc du coup, ils étaient membres de la gouvernance partagée locale du programme, entièrement décisionnaires et réalisateurs de certaines actions. Et donc concrètement, comment à partir de cette envie de développer les réseaux, le terreau transition écologique citoyenne, comment on arrive à un plan d'action concret, enfin un certain nombre de projets? Bon, la première chose, c'est qu'on développe une gouvernance avec tous les financeurs et les principales parties prenantes qui vont développer ça. Là, pendant la phase expérimentale, c'était principalement l'ADEME Île-de-France. Ensuite, on implique les acteurs. Nous, on a choisi de faire, vu que c'est un acteur régional et qui avait travaillé avec 5 réseaux associatifs, de faire une phase de divergence, de faire un appel à contribution auprès des 5 réseaux pour voir quels groupes locaux étaient intéressés par ça, quels groupes locaux pouvaient faire office d'acteurs d'ancrage qui connaît bien le territoire, qui peut nous dire exactement ce qu'il y a besoin sur le territoire, pour ne pas avoir du coup à faire des diagnostics sur l'ensemble du territoire de France. Et on a sélectionné 5, ce qui nous a donné 5 feuilles de route territoriales, et après par territoire, on se replace avec un dispositif de périmètre, diagnostic, entretien avec une vingtaine d'organisations, clarification d'une feuille de route locale, et après on passe à un autre projet. Si on enlève la partie régionale, on se tombe sur un truc un peu plus simple, qui est gouvernance locale. Là, par contre, à Cergy, ils ont fait quelque chose d'original. Ils ont fait la ville, l'intercommunalité, l'université, l'ESSEC et un réseau associatif. Un collectif mixte, qu'ils appellent, eux, collectif transition, qui se réunit pour se coordonner sur leurs actions et voir comment, du coup, les étudiants peuvent bénéficier de la transition écologique locale au niveau adulte et comment les adultes peuvent bénéficier d'étudiants et réciproquement. Et c'est un des sujets sur lesquels ils nous challenge. Là, on passe sur l'implication des acteurs, toujours pareil, une vingtaine d'organisations. Dans les sorties du Covid, c'est plus simple, on a organisé des temps en construction de type forum ouvert pour, à partir des recommandations, voir s'il y en avait d'autres ou comment on pouvait prioriser certaines recommandations et développer là-dessus. Et on tombe sur un ensemble de projets collectifs priorisés par la gouvernance, des projets portés par la gouvernance ou par les salariés qui sont dessus. Et donc, parmi toutes ces actions possibles, on a remarqué qu'il y avait 3 leviers principaux qui ressortaient. Le premier, c'est de monter un dispositif d'accompagnement de porteurs de projets citoyens qui vont des individus, collectifs, associations, lancement d'initiatives à différentes échelles. Le deuxième, c'est renforcer les réseaux, qui sont une structure pérenne, des réseaux associatifs locaux ou structures en collectif. Et le troisième, c'est de booster les coopérations multi-acteurs, existantes ou les nouvelles. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, en accompagnement de porteurs de projets citoyens, on a mis en place un dispositif permanence envie d'agir pour accompagner les personnes ayant envie de s'engager avec un horaire, un lieu d'accueil, et on les reçoit et on les réoriente vers les actions déjà existantes ou on les aide à monter leur action. On a, au niveau collectif, monté, par exemple, un collectif énergie partagée citoyenne locale et un groupe local de plaidoyer vélo. En gros, quand il y a 4 ou 5 citoyens qui nous disent qu'il faut absolument monter ce truc-là sur ce territoire et qu'on a du mal à développer parce qu'il manque ce soutien-là, on propose ça à la gouvernance locale qui nous dit allez-y, mettez l'énergie là-dessus et on aide une initiative à devenir pérenne et c'est structurant. Le deuxième, c'est renforcement de réseau. Par exemple, on a souvent développé des cartographies locales pérennes. L'écoplan du 18e arrondissement, c'est une carte imprimée en 10 000 exemplaires qui montre les initiatives pour la transition écologique qui distribuent en mairie, par exemple. On peut parler de Transiscope, de PDCN, près de chez nous, d'autres choses. On a aidé les fonctions de support de type gouvernance partagée
pour des réseaux qui grossissaient, qui avaient des effets de succès, quoi, qui passaient à 300-400 membres au lieu d'en 60 et qui du coup devaient revoir leur fonctionnement pour ne pas perdre les groupes qui les rejoignaient. Ou des fonctions qui sont liées au numérique. On était en Covid, donc du coup, il y a eu beaucoup de soutien numérique, de veille partagée sur financement, ce genre de choses. Et en coopération multi-acteurs, on a eu des groupes de plaidoyer locaux. Le Pacte pour la transition, si les gens connaissent, l'agenda 2030 que tout le monde connaît ici. On a fait de l'allée vert pour du budget participatif. On a aidé à monter une plateforme de relocalisation. On a monté un programme territoire d'expérimentation porté par Colibri. Et puis, on a fait pas mal d'événements, de grands événements qu'on a remarqués citoyens, qui sont une des manières de faire ensemble pour beaucoup d'assauts, beaucoup de collectifs qui n'ont jamais quasiment tout seuls la capacité à organiser un truc pour 500, 800, 5000 personnes. Et donc là, c'est l'occasion de dire, bon, on veut faire du grand événementiel et toucher en dehors des gens qu'on touche, allons faire un grand événement ensemble. C'est l'occasion de coopérer. L'ensemble de nos réalisations est sur le site, les principales. Donc là, aujourd'hui, on a une phase de duplication, d'essaimage, et donc on voit que le boost éco-citoyen peut être idéalement porté par un groupement d'acteurs, si possible une collectivité, un réseau associatif, et on peut ajouter d'autres acteurs, que ce soit académiques, entreprises ou d'autres. Ça peut être porté uniquement par une collectivité, en disant c'est dans la mission vie associative ou dans la mission transition écologique, et ça peut être aussi porté par des réseaux associatifs qui ont une modalité d'action à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qu'il y a besoin pour renforcer mon réseau. Nous, en termes de moyens, pour justifier l'approche multithématique avec du coup diagnostic, divergence, convergence, et pas se retrouver avec quasiment rien comme capacité à réaliser, on recommande un minimum de 15 000 € pour une année d'opération, enfin pour un cycle d'opération, et 30 000 € de manière idéale. Et je serai disposé à coopérer, enfin moi et mes collègues, pour partager notre expérience et ou co-animer ce dispositif. Merci beaucoup Thomas. Il y a une question pour vous. Alors, soit vous pouvez y répondre par écrit, sinon de toute façon on aura un quart d'heure à peu près à la fin pour y répondre plus collectivement. Mais pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à lister vos questions et on prendra le temps d'y répondre. Alors, en parallèle de cet apport d'ingénierie que vient de présenter Thomas, bien sûr, la politique publique locale est très importante pour favoriser le développement de l'engagement et du bénévolat. Et donc, je me retourne vers vous, Pauline Weiss, vous êtes conseillère régionale à l'égalité hommes-femmes et à la vie associative de la région Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont les actions de la région en faveur de l'engagement et du bénévolat ? Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien également. Donc, effectivement, je viens là en tant que collectivité région. Et alors, bien sûr, je sais que nous avons tous des participations et de nombreuses actions sur nos territoires, en tout cas nos villes, nos départements, nos communautés de communes en ont également. Moi, je viens en tant qu'effectivement conseil régional où nous avons un rôle aussi sur l'aménagement du territoire et sur finalement la fédération et l'impulsion des différents acteurs de ce grand territoire qu'est une région qui est juste en dessous finalement du territoire national. On est juste le niveau en dessous, donc ça me semblait important. Alors, j'ai fait le choix d'axer mon propos sur un retour d'expérience sur nos initiatives de favorisation de l'engagement bénévole et citoyen de manière large. Mais effectivement, et j'y reviendrai sur des exemples plus précis, il y a une nécessité de co-construire et d'impliquer tous les acteurs. Je crois qu'on l'a entendu avec les intervenants précédents, d'inclure les acteurs, d'inclure les bénéficiaires des dispositifs qu'on met en place, quel que soit notre niveau finalement d'intervention, qu'on soit une collectivité, qu'on soit une association, qu'on soit un acteur privé. Et pour répondre à la question tout de suite de la région Réunion, effectivement, sur les régions ont un grand nombre de compétences thématiques. Nous avons sur un grand nombre d'entre elles créé des instances et des comités pour justement favoriser la participation citoyenne au sens large avec les partenaires, avec les associations d'usagers, avec les usagers. Alors sur les mobilités, effectivement, nous avons un comité régional des partenaires avec les transporteurs et les associations d'usagers et les usagers. Nous avons des comités de ligne aussi par secteur et un comité régional pour les acteurs et usagers du vélo. Donc, c'est vrai qu'effectivement, et c'est un exemple que je reprendrai plus tard, je pense qu'on est de toute façon plus fort à plusieurs et en jouant collectif et pour essayer d'embarquer le maximum des personnes parties prenantes sur un territoire.
Alors, pour le développement de l'engagement associatif et du bénévolat donc, sur la région Pays de la Loire, nous avons renforcé donc, nos actions depuis l'année dernière avec une volonté donc, de favoriser le civisme et la citoyenneté, et en particulier sur les jeunes, parce que c'est une de nos priorités du mandat. On a sur un triptyque de priorités que sont l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Et parce qu'effectivement, on pense que c'est important de faire confiance à notre jeunesse. On a des retours terrain qui nous montrent qu'ils sont confiants, qu'ils sont prêts à entreprendre, à s'engager. Pendant la crise sanitaire, on a quand même eu de nombreux jeunes bénévoles qui sont venus s'engager, qui ont pu pallier d'ailleurs finalement à d'autres catégories de bénévoles qui s'engageaient, qui eux s'étaient un peu plus mis en retrait pendant cette période. Mais effectivement, il y a un vrai besoin de prendre en compte aussi leurs aspirations, leurs considérations, et d'adapter finalement à chaque instance locale aussi et finalement à leur environnement les réponses pour pouvoir favoriser leur engagement. Donc là-dessus, on a un rôle en tant que facilitateur et fédérateur pour favoriser la mobilisation des jeunes. Et puis plus largement aussi, l'objectif, c'est de répondre aux besoins du terrain qui ont émergé, et beaucoup plus pendant la crise sanitaire, une baisse des bénévoles, un changement dans les formes d'implication, un changement dans les modes de gouvernance, on le sait tous, une nécessité de renouveler aussi les gouvernances des associations, la difficulté de trouver les financements, de favoriser les mises en relation entre les associations et les soutiens privés, les partenaires privés, et la nécessité de favoriser aussi les partenariats publics-privés. Donc, voilà, nous avons essayé de prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour les inscrire dans nos 3 thématiques d'intervention au niveau de notre stratégie vie associative, que sont l'égalité femmes-hommes, l'innovation sociale et la lutte contre la précarité, et donc le développement du civisme et de l'engagement. Et alors, sur ces thématiques, nous avons 2 grandes typologies d'actions. Le soutien, évidemment, aux initiatives citoyennes, aux associations, le soutien direct qui est le soutien qu'on connaît plus facilement des collectivités, le soutien financier, mais également d'ingénierie de nos agents régionaux. Donc là, effectivement, en tant qu'aménageur, fédérateur du territoire, on soutient des actions soit sur notre champ d'intervention régionale, soit plus locale au niveau des villes et départements. Et là, c'est important, c'est que moi, je pense qu'une collectivité ne doit pas agir seule, et que c'est important d'être aussi en collectif. Et nous intervenons uniquement si notre collectivité, alors quel que soit le niveau, ça peut être l'État, la mairie, le département, la communauté de communes, et si elle est partie prenante. Et si aussi nous avons des acteurs privés qui sont partie prenante pour favoriser l'ancrage du projet et sa pérennisation, et pour permettre aussi d'avoir un dialogue constant avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et puis, nous avons des actions en propre. Et là, je vais revenir sur 5 exemples rapidement d'actions en propre qu'on a pu commencer à mener pour tenter en tout cas de favoriser, d'apporter notre pierre à l'édifice pour favoriser l'engagement, et en particulier des jeunes. Donc, premier projet que nous avons mené et que nous sommes encore en cours de déploiement, c'est un projet qu'on a appelé Bénévole Acteur pour favoriser l'engagement associatif chez les jeunes. L'objectif, c'est de mettre en lien des lycées et des associations, parce qu'on l'a remarqué, il y a des jeunes qui ne s'engagent pas, aussi par manque de connaissances du secteur associatif, par aussi manque de connaissances pour savoir comment appréhender, comment rencontrer une association, comment la trouver, et comment ensuite s'inscrire dans un partenariat avec elle. Donc, en fait, pour lever ces freins, on accompagne les jeunes en leur donnant du temps, en cohérence avec le lycée, avec l'équipe éducative, et en partenariat avec des associations. Et donc, la force que nous avons sur ce sujet-là, et on peut l'avoir sur d'autres collectivités aussi, sur leur champ d'intervention pour l'éducation, c'est finalement les régions, les compétences lycées, c'est plus facile de pouvoir intervenir, et on a déjà un dialogue avec les chefs d'établissement, avec le rectorat, pour pouvoir intervenir et promouvoir ensemble des formes de favorisation de l'engagement. Donc, nous avons eu des expérimentations sur deux formes. Une première forme, c'était sur toute l'année scolaire, avec des heures qui étaient dédiées au bénévolat, où finalement les jeunes pouvaient, sur leurs heures de cours, partir dans une association qu'ils avaient pu choisir,
parmi un choix qui leur a été offert pour pouvoir découvrir sur le terrain concrètement ce qui se passait. Et un autre format d'expérimentation ponctuelle sur plusieurs jours d'affilée, où là, en fait, il y avait des présentations d'associations et une expérience un petit peu terrain. Notre retour sur ces expérimentations, c'est qu'il y a plus d'engouement pour l'expérimentation ponctuelle, en tout cas à date, ce qui rejoint un peu les tendances actuelles. C'est que on a aussi parfois un désintéressement des jeunes. Lorsqu'on a trop de temps de présentation d'une structure, on sent qu'il y a un besoin d'aller vraiment découvrir directement sur le terrain. Lorsqu'on a eu des présentations des associations qui se faisaient via des visites interactives des locaux directement en échangeant avec les bénévoles, on a eu beaucoup plus d'engouement, en tout cas, et de participation des jeunes lycéens. On voit bien aussi que les jeunes sont très présents. On a pu le voir, qu'ils étaient dans l'action et qu'ils avaient un besoin de se sentir utiles et qu'ils avaient aussi un besoin de collectif. C'est vrai que c'était plus facile quand ils étaient en petits groupes pour être avec leurs camarades plutôt que seuls ou juste à 2 personnes. Donc, c'est un projet que nous avons testé sur plusieurs formats dans plusieurs départements et que nous sommes en cours d'essaimage sur l'ensemble du territoire. Et également, un deuxième exemple, c'est plus généralement, c'est d'impliquer les jeunes au cœur des projets qui les concernent pour favoriser leur engagement et prendre en compte aussi leur spécificité d'environnement et leur contexte. Là-dessus, quelques petits exemples. Nous avons développé des distributeurs de protection périodique dans tous les lycées des Pays de la Loire. Ça n'a pas été fait de manière descendante par la région qui décide d'équiper, qui choisit le fournisseur et qui équipe. On a fait ça dans l'autre sens, c'est-à-dire chaque lycée devait nommer un comité de jeunes et ce sont les jeunes qui ont choisi leur fournisseur, choisi leur mode de distribution, choisi le contenu, choisi leur mode de communication, choisi les locaux, choisi les lieux où il y avait les distributions. Donc finalement, on a sur l'ensemble de la région des réponses différentes selon les territoires, mais qui prennent en compte les spécificités. Et on a pu remarquer évidemment que les jeunes étaient beaucoup plus impliqués dans l'élaboration du projet et sur l'action lorsqu'ils étaient vraiment au cœur du process et de la stratégie. On a la même chose, pour donner quelques exemples, sur les actions éducatives qui peuvent être mises en place en partenariat avec les lycées. On a eu la même chose pour des projets égalité femmes-hommes aussi, où les lycéens peuvent venir les présenter chaque année dans l'hémicycle, devant des élus, et finalement se confronter aussi avec leurs pairs. Et c'est des engagements qui peuvent être reproduits finalement pour l'ensemble des citoyens, où on se rend compte que plus on implique, plus on concerte et plus on met au cœur aussi du process et de la définition du besoin et du projet, plus on aura de l'implication aussi en déploiement. Nous avons également sur le développement du mécénat, où nous soutenons le pôle régional du mécénat et nous soutenons aussi les initiatives de rapprochement des associations et des entreprises à l'échelon du territoire. Ça, c'est un rôle de facilitateur qu'on peut avoir en tant que région, car on est partenaire des entreprises dans notre rôle de développement économique, dans notre rôle aussi de développement de l'économie sociale et solidaire. Et l'exemple en est par exemple la Nuit du bien commun, avec l'association Les Amis du bien commun, qui œuvre sur l'ensemble du territoire national. On a commencé il y a 3 ans à Nantes, et là on a pu avoir 2 initiatives finalement sur le Maine-et-Loire et sur la Vendée. Et nous avons été la seule région finalement à aider l'association financièrement, mais aussi à aller épauler, à aller chercher les acteurs, à aller chercher aussi les entreprises pour pouvoir favoriser la rencontre avec les associations et la levée de dons. On a aussi tout un travail sur ce rapprochement pour aussi le mécénat de compétences. C'est un vrai sujet aussi à développer. Je voudrais terminer enfin sur 2 derniers sujets pour être bien dans les temps. L'engagement, la favorisation de l'engagement, c'est aussi le remerciement. C'est aussi la mise en valeur, la mise en lumière des bénévoles. On organise tous les ans une journée annuelle des bénévoles avec un thème. C'est une journée de remerciement, de mise en valeur, de remise de trophées. L'année dernière, on avait fait des remises sur des jeunes bénévoles ligériens qui étaient particulièrement engagés. C'est la découverte à ce moment-là soit c'est sur d'un joyau de notre patrimoine ou d'un événement sportif de la région. Là, par exemple, cette année, on va le faire en septembre sur le jardin Camifolia, qui est un parc naturel. Et à cette occasion, on lance aussi une thématique de travail. Là, ça va être par exemple sur la transition écologique. Je sais qu'il en a été fait état tout à l'heure. Et j'en terminerai par aussi le rôle, j'en ai déjà un peu parlé, de fédération finalement et de mise en relation des différents acteurs. Et je pense que ça passe aussi par la mise en relation et le travail entre les associations. Nous mettons en relation
nous essayons de fédérer et de travailler des actions communes avec différentes associations. Nous avons le cas sur la distribution de kits d'hygiène, où finalement plusieurs associations fédèrent l'action avec nous pour pouvoir bien mailler le territoire, sur la prévention d'agissements sexistes aussi, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc voilà, c'était un petit peu pour ce temps, pour vous présenter quelques exemples. C'est un peu un condensé, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci Pauline. Je crois que Charles Benoît avait une remarque. Oui, merci infiniment Pauline. Et je voudrais juste reboucler sur votre premier point d'exemple, juste pour dire, moi j'étais très marqué par ce que vous avez évoqué dans le lien entre lycée et association pour faire vivre l'expérience pour les jeunes. Juste pour dire qu'en même temps que l'Observatoire des partenariats avait l'étude La parole des jeunes en action que nous avons présentée, nos amis de la Fédération nationale des caisses d'épargne avaient mené une double étude, à la fois eux aussi auprès des jeunes, très complémentaire à la nôtre. Donc je vous invite à comparer ces résultats, mais aussi auprès de la centaine d'associations qui sont bénéficiaires du trophée jeunesse par an. Et je voudrais mettre deux chiffres en regard parce que c'était vraiment intéressant. 65% des jeunes dans l'étude disaient « Nous, on aimerait bien pouvoir s'appuyer sur le tissu associatif pour justement mieux savoir où on peut en s'engager très concrètement. » Et en regard de ça, 55% des associations qui ont été dans leur panel ont dit nous, on est en difficulté parce qu'on ne sait pas bien quels sont les nouveaux formats pour pouvoir mobiliser, impliquer les jeunes. Et je crois que ce que vous avez évoqué dans le rôle finalement de pouvoir faire vivre l'expérience très concrète en mobilisant à la fois associations, les établissements, et montre bien justement la façon de pouvoir faire très simplement des choses en jouant un rôle de coordination. Et je crois que c'est l'illustration même de la diversité de ce que sont les catalyseurs territoriaux. C'est finalement comment est-ce qu'au lieu de vouloir systématiquement rajouter une action de plus, eh bien, on va mettre en lien, finalement rapprocher des mondes qui, on pourrait penser de par évidence, se rencontrent régulièrement, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et merci pour avoir rappelé finalement que ce rôle de go-between, de catalyseur, eh bien, quelque part, il est au cœur de la capacité à faire des choses simplement, mais d'une remarquable efficacité. Oui, et effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on se disait, Pauline, en préparation, où vous avez vraiment ce rôle de mobilisateur autour de vous, et ça rejoint la question qui vous est posée par Sébastien Poulet-Goffard, qui demande quelles sont ou quelle est les méthodes pour rapprocher et notamment mobiliser les entreprises et les associations. Alors, une méthode en soi, on ne l'a pas en tout cas, on l'a pas conceptualisée nécessairement, ni écrite. Après, je trouve que la méthode qu'on a actuelle, en tout cas qu'on commence depuis ce nouveau mandat, c'est on se repose beaucoup aussi sur notre maillon en tant qu'élus. On se repose sur les élus aussi. Où nous sommes tous en fait ancrés dans nos territoires. Nous avons nos entreprises partenaires sur nos territoires. Et finalement, c'est en partant du plus petit, c'est pas forcément d'un côté descendant, partant du niveau régional macro, mais c'est plus en micro finalement qu'on arrive à fédérer des entreprises partenaires. Je prends l'exemple des Nuits du bien commun, très clairement. Ça allait pas de soi là de les amener sur Angers. Moi, très clairement, j'ai eu un vrai travail avec mes collègues élus sur le Maine-et-Loire, où ils sont allés individuellement chercher leurs entreprises pour pouvoir en tout cas expliciter. On a quelques réunions communes, mais finalement, je trouve que ça vient beaucoup du maillon un petit peu territorial et du maillon micro, en fait, quand même, dans nos expériences pour l'instant. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, parce que vous êtes dans la région qui est le plus en avance sur cette question-là, nous avions une réunion inter-ingénierie nationale et territoriale mardi, et Léa Morgan, la chef de pôle mécénat au sein du ministère de la Culture, a rendu compte de tout le travail de modélisation des
pôles mécénat régionaux dont vous avez évoqué l'existence et dont votre région est vraiment la pionnière hein, à avoir testé, mis en œuvre et modélisé. Et ce qui était très intéressant, puisque nous avons eu un programme commun avec le ministère de la Culture pour justement modéliser ces pôles mécénat régionaux sans les standardiser, comment peut-on les pérenniser? Et la question des modèles socio-économiques de l'ingénierie, et d'ailleurs nos amis de BBZ rappelaient hein, l'importance aussi de réinvestir ces ingénieries. Je trouve que ce qui est très intéressant dans votre région, c'est justement d'avoir su soutenir et d'être aux côtés à la fois de ces pôles, hein, encore une fois, dont vous avez la chance d'avoir une région, mais peut-être que vous l'avez suscité d'ailleurs, hein, ce n'est peut-être pas une chance, mais une action méritée, mais en tout cas d'avoir un des pôles les plus matures et les plus anciens, mais d'avoir aussi pris le temps de modéliser, de structurer, de savoir comment on le pérennisait, et de pouvoir avoir une articulation avec les acteurs locaux. Et je pense là aussi dans votre région, la toute récente fondation territoriale de 44, hein, qui est un des exemples vraiment très pionniers de la façon dont on peut finalement animer cette logique-là. Et ce que je trouve très intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir préalablement, c'est cette volonté d'articuler ces différents échelons. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on travaille et on fait en sorte que chaque échelon territorial puisse avoir sa juste action pour justement à la fois profiter de ce que font les autres et de pouvoir finalement maximiser sa capacité à être utile sur le territoire. Et là, le rôle de structuration qu'ont les régions est sans doute, en tous les cas, dans notre travaux de recherche, un élément complètement déterminant. On avait un autre exemple lors de nos webinaires sur les modèles socio-économiques. Tous les mois, nous croisons ODD 17 et l'un des ODD. Lorsque nous avons fait sur innovation et industrialisation, c'est nos amis de la région du Nord qui sont venus avec le projet REV 3, et on voit bien que le rôle de la région, c'est vraiment aussi de faire un lien structurel. C'est-à-dire finalement de ne pas oublier que pour que les initiatives puissent se faire, il faut bien évidemment les encourager, mais il faut aussi qu'il y ait des organisations qui puissent le faire. Et en cela, votre région, dans sa politique de soutien aux têtes de réseau régionales et locales, est vraiment admirable. Et l'exemple, pour en finir là, entre le pôle mécénat régional et une fondation territoriale comme celui du 44, c'est vraiment un bon exemple à suivre. La question n'est pas faut-il choisir entre l'un et l'autre, c'est bien comment les deux s'articulent. Et bien évidemment, plus globalement, avec la politique que vous représentez. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est là on voit bien la responsabilité respective. Nos amis du comité 21 parlaient de la responsabilité sociétale des citoyens entre la volonté, l'envie et la capacité d'engagement des personnes, la capacité des organisations à être mobilisées, la capacité des institutions, finalement, à faire le lien dans le cadre d'une politique publique co-construite. Et ça, je trouve que c'est vraiment tout à fait exemplaire. Est-ce que vous voulez apporter un complément, Pauline? Juste pour dire que je rejoins totalement, et c'est vrai que ça avait été c'est ce qu'on s'était indiqué dans le cadre de nos échanges, mais oui, bien évidemment. Oui, quand j'ai répondu à la question, c'était en tant que juste l'acteur régional, mais évidemment que nous nous reposons beaucoup aussi sur nos partenaires, et notamment, effectivement, nous avons cette chance dans la région Pays de la Loire, voilà, d'avoir le pôle régional du mécénat qui, voilà, impulse au niveau régional, et évidemment aussi cette très belle initiative de la Fondation territoriale du 44 qui, nous espérons en tout cas, vocation aussi à essaimer, ça rentre dans notre rôle effectivement d'accompagnateur, voilà, d'essaimer aussi sur les différents territoires pour pouvoir aussi fédérer la mobilisation des acteurs privés et avoir des guichets, enfin, des sortes de guichets, mais d'avoir des modes d'endroits, quelque chose des endroits concrets, des places concrètes pour faire se rencontrer les différents acteurs, parce que c'est ça qui est difficile de nos jours, c'est, vous l'avez très bien dit, tout le monde veut bien s'engager, mais comment on le met en œuvre, comment on le met en musique et comment on fait se rapprocher les personnes, je pense que c'est le plus dur actuellement. Et d'ailleurs, peut-être que c'est là où ça rejoint l'intervention de nos amis de BBZ, oui, c'est-à-dire que le côté très concret de finalement comment on organise ça au niveau d'un territoire, et on sait bien que l'expérience, le retour d'expérience de BBZ là-dessus est assez remarquable, et c'était vraiment intéressant de voir comment cette articulation entre ce qu'une région peut faire et finalement comment on aide très concrètement un territoire à s'engager. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de remarques et questions pour Bleu Blanc Zèbre, de la part notamment de Lorenzo Favia. Moi, j'avais juste une question, Thomas, peut-être pour ceux ou celles qui aimeraient être porteurs de cette initiative. C'est quoi les conditions, les clés
pour se lancer? Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant? Est-ce qu'il faut avoir des prérequis? C'est quoi le… Le premier prérequis, c'est d'avoir un petit nombre de champions. De champions, de gens qui ont accès à des ressources financières ou humaines et ou de connexion avec d'autres acteurs qui ont envie de développer le terreau transition écologique citoyenne, qui estiment que c'est un levier important actuellement et qui savent que la position de tête de réseau qui est parfois partisane où la fonction de pouvoir public n'est pas forcément toujours le bon acteur et qui peut être intéressant de mettre en place un dispositif plus neutre pour faire ce genre de choses. Donc, c'est avoir un petit nombre de convaincus. Et à ce moment-là, on discute avec les convaincus et on voit quelles autres personnes on peut mettre dans la boucle pour atteindre un petit montant qui permettra d'enclencher une dynamique et qui n'est pas forcément porté par BloBlanzEb, qui peut être porté à un acteur local qui est plus légitime. Et nous, on est prêt d'accompagner dans cette première phase initiale pour discuter sur comment ça peut se faire et comment déterminer le périmètre initial de ce dispositif. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais finalement, quand on lance le projet, il faut prévoir combien de temps entre le moment où on a l'envie et le moment où ça se met vraiment en place? Le plus court qu'on a fait, c'est 3 mois. Et on courait. Il vaut mieux prévoir dans les 4 mois entre le démarrage. Mais là, en gros, on est sur le bon moment pour faire un truc en 2024 à peu près. C'est entre septembre et octobre. Parce qu'il y avait des questions notamment de Lorenzo et d'Armel de Vim sur l'essaimage. Vous, de votre côté, finalement, c'est quoi votre ambition? Il y a des territoires en particulier qui sont prioritaires pour vous ou pas? La méthodologie est adaptée pour une certaine taille de territoire. On sait qu'en dessous de 50 000 habitants, c'était trop gros comme machine, entre guillemets, pour fonctionner. Et donc, sinon, il faut aller sur quelque chose de plus simple. Et donc, du coup, c'est la grosse commune ou de l'interco ou alors du dispositif régional. On ne vise pas au niveau étatique actuellement. D'accord. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça souligne un point qui est fondamental. Il n'y a pas de méthode universelle. Donc, il faut bien identifier la méthode qui correspond à la réalité territoriale du point. Si a été engagé avec la Fondation des territoires depuis 2019 le programme de chef de projet innovation territoriale pour les petits et moyens territoires aux alentours de 12 à 20 000 habitants, c'est parce que la méthode pour finalement des territoires, ce qu'on appelle cœur de ville dans les politiques publiques, celle des métropoles et celle des petites villes de demain, pour reprendre les 3 terminologies des politiques publiques, ne demandent pas les mêmes méthodes. Et ça, c'est vraiment important de bien prendre en considération que la typologie du territoire, la taille du territoire, ne suscite pas les mêmes logiques de mobilisation des citoyens, ni des organisations d'ailleurs, et que bien évidemment, il n'y a pas de méthode universelle, il faut bien avoir conscience de ça, et je trouve que ça, c'est vraiment un élément complètement déterminant. Et l'autre point que je trouve intéressant dans votre démarche, que vous avez très bien souligné, c'est le rôle de tiers de confiance. Finalement, à quel moment il faut faire confiance aux acteurs pour qu'ils fassent, et surtout pas ne se substituer, à quel moment le tiers de confiance neutre doit-il jouer son rôle? Et ça, il ne faut pas confondre. Là aussi, est-ce que je suis tiers de confiance pour finalement être une forme de médiateur et faciliter l'interaction, ou est-ce que je suis l'organisateur de l'action? C'est très difficile de pouvoir prétendre être à la fois le tiers de confiance et en même temps le pilote de l'action. Donc il y a un moment donné où vraiment ces 2 dimensions-là, le choix de la méthode et le choix de la posture, est vraiment un élément complètement déterminant dans le rôle de catalyseur. Merci à tous. Alors, je vois que l'heure continue à avancer. Évidemment, juste pour rappeler quand même, côté comité 21 de l'année prochaine, on vous retrouvera dès qu'on connaît la date à l'Université de la citoyenneté écologique. Et puis, on suit évidemment vos travaux. Et juste, on retrouvera Bettine à la ville dès la semaine prochaine, dès mardi, à Convergence, puisqu'elle ouvrira un débat sur ODD, entreprises et territoires. Exactement. Et puis, bien sûr, on suit vos travaux sur les nouveaux modèles qu'on connaît un petit peu. Voilà, et qui sera publié là aussi le 5 octobre prochain, lors du lancement des rencontres de développement durable 2023 organisées par l'Institut Open Diplomatie.
Voilà, donc pour terminer, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous le 12 octobre prochain, où cette fois-ci, on parlera de la mobilisation des collectivités, et il y en a déjà beaucoup. Et donc, ce sera le lien entre collectivité et catalyseur. Donc, on vous retrouve le 12 octobre prochain à 13 h, comme aujourd'hui, de 13 h à 14 h. Et d'ici là, bonne rentrée, portez-vous bien et très bonne journée. À bientôt. Au revoir.